si on se demande qu'avons-nous fait du Grand Paris, et ça revient un peu aux questions qu'on a déjà quand même un peu évoquées dans la première table ronde. Alors, tous quatre, vous trois et Michel Lusseau, vous avez fait partie du conseil scientifique de l'AIGP dans la première mouture. Donc, vous avez été vraiment au démarrage de cette aventure. Et ce que j'ai retenu, moi, j'ai retenu un peu une vision. Alors, dans les différents textes qui nous ont été livrés, chez Michel Lusseau, la phrase qui m'a frappée, c'est quand il parle du Grand Paris et qu'il écrit le grand cadavre à la renverse qui est devenu le Grand Paris. Alors la question de savoir si le Grand Paris est déjà mort avant même d'être né, c'est une question que je pense vous allez poser. Et je ne voulais pas rester sur cette note un peu noire. Et j'ai retenu aussi autre chose qu'a quand même souligné Daniel Béard, qui est que c'est une dynamique, ce Grand Paris, de décloisonnement radical des rôles et des modes de faire, qui est amorcé, ce qui est plutôt une bonne chose dans le XXIe siècle, de décloisonner, je pense. Alors, tant qu'on n'a pas de liaison avec Michel Lusseau, je vous donne la parole. Paul Chemetov, je vous donne la priorité en tant que doyen de notre assemblée, que patriarche, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a fait du Grand Paris, d'après vous ? Comme cela me paraît une question assez sérieuse, j'ai donc écrit ma réponse comme un bon élève. Il n'y aura de France forte et ambitieuse si elle renonce à construire les plus hautes tours d'Europe. C'est ce que déclarait le 26 février 2007 Nicolas Sarkozy en annonçant ce qui allait devenir le Grand Paris. Ayant, à la demande de la Datar et en compagnie de Frédéric Gilly, mené en 2006 une étude sur la métropole, je fus nommé au conseil scientifique de la consultation. Une dizaine d'équipes furent retenues au terme d'une procédure de désignation qui corrigea tout de même le choix des votants. Il faut lire La Grande Arche de Laurence Cosset pour comprendre l'intrication des influences, des jeux de pouvoir et d'argent que tout grand projet provoque. Pour deux raisons évidentes. L'une, que la métropolisation accentue, car la matrice de l'action politique, c'est tout de même le partage du territoire et du pouvoir. L'autre, commune à tous les investissements du bâtiment et des travaux publics, ce sont les sommes en jeu et les marchés espérés. Comme illustration de ces violences, la mort de Spreckelsen fut précipitée dans une situation semblable par les us et coutumes de la techno-bureaucratie. Fort de cette expérience, le Conseil scientifique, souhaitant affirmer son autorité et son autonomie, me choisit comme président, sans doute pour hâter ma mort. Je proposais... Eh bien, ça n'a pas fonctionné. Pas encore. Je proposais dans la foulée que Michel Lusseau, géographe et lyonnais, dont les publications faisaient déjà autorité par leur son et l'originalité des points de vue qu'ils défendaient, soit coprésident. À l'issue de leur travail, les 10 équipes affichèrent d'autres ambitions que de construire les tours les plus hautes d'Europe. Analyse territoriale, comme celle de Bernardo Secchi et Paola Vigano. Constat écologique, comme la forêt proposée par Yves Lion sur les zones de bruit de Roissy, dont l'effet sur la température atteignait 2 degrés. Ou visée napoléonienne d'Antoine Grimbach proposant de tendre le champ des investigations jusqu'au Havre, ce port de Paris. Plusieurs autres études, sous des appellations diverses, analysèrent la porosité, le polycentrisme ou un système étoilé des rhizomes, disait Christian de Porzenparc. Tout de même un constat. La métropole se compose d'un noyau parisien dense, le 5e de la population sur 1% du territoire métropolitain. La première couronne agglomère le tiers de la population sur 6 fois plus de surface et la grande couronne accueille presque la moitié de la population sur plus de 9/10 du même territoire. Il faut accepter l'idée que les limites n'existent pas dans une telle situation et que le plan masse, fût-il haussmannien ou pire, ne peut régler la vie d'un patchwork dans lequel les terres agricoles et les forêts ont et doivent garder leur place. Et de plus,
Comment expliquer même que l'aéroport de Roissy soit hors la métropole? C'est un accident de l'histoire. À l'issue des travaux, tout le monde s'accordait pour garder à la France, dont la population n'atteint pas aujourd'hui le 100e de l'humanité, son exception capitale, Paris, ville-monde, au même titre que Londres, New York ou Tokyo. Il fallait un investissement de 100 milliards sur 10 ans, un tiers pour les réseaux de transport, un tiers pour les équipements et les espaces publics en font partie, et un tiers pour les logements. On en est loin. Nicolas Sarkozy parlait de 70 000 logements par an pour une métropole qu'il s'obstinait à nommer Grand Paris. On en est loin. Mais il faut tout de même se souvenir qu'à la fin des 30 Glorieuses, la France construisait plus de 500 000 logements par an. On en est loin. L'investissement que Paul Delevoye obtenait pour les villes nouvelles, les autoroutes, le RER, n'a pas eu de suite. Depuis 30 ans, nous sommes en panne dans ce domaine et cela se voit. On comprend donc dans une telle situation que la tonalité de la presse et des critiques soit désenchantée. Tous Urbain titre son numéro 13 d'avril dernier « Le Grand Paris, un Paris perdu ». Et DA, dans son numéro de mai, publie un dossier « Les désillusions du Grand Paris ». Qu'est-il arrivé? Feu, le département de la Seine a été reconstitué, à quelques communes près, mais en conservant les 4 départements gauliens au lieu d'un seul. La limite a été rétablie et pendant le même temps, un réseau de transport en commun maillé n'a pas donné au territoire de la métropole sa cohérence. Car même dans un tissu distendu et à plus forte raison métropolitain, il faut quand même gagner les bassins d'emploi, les zones de chalandise, les lieux de culture, les temps du plaisir, autrement qu'avec la seule option de la voiture individuelle. Et non seulement la limite administrative a été rétablie, mais de façon symbolique. La demande de Nicolas Sarkozy s'accomplit sous nos yeux pour marquer la limite parisienne, ce qui fut hier l'enceinte de Thiers, puis le périphérique d'une couronne de tours. Le TGI de Paris, la tour Triangle d'Herzog de Meuron et les tours de Jean Nouvel la balisent à nouveau, vont la baliser à nouveau et font penser au projet d'un skyline moscovite censé faire la pige au gratte-ciel new-yorkais. Le pari de la Défense, celui de Delouvrier, de Protin et de Dalloz, était-il plus anticipateur? Il appartient maintenant à la métropole d'affirmer d'autres pôles, de ne pas attendre 2030 ou 2050 pour achever le réseau de transport. Et pourquoi le projeter tout entier en souterrain? Oui, effectivement, si ce n'est pour en augmenter le coût en nous privant de ce qu'offre le tramway qui permet la vue et la découverte du territoire. Il appartient maintenant à la métropole de mettre fin à la rareté et à la cherté des logements. Il appartient maintenant à la métropole de trouver des formes de représentation politique d'une démocratie métropolitaine et sans doute de choisir un mode de travail collectif pour l'atelier international. Les 10 équipes choisies initialement sont venues 17. Et si 15. des zones d'études... 15. Bon, Nouvelle a été éjectée, on se demande pourquoi. Bon, c'est louche. Et Jamel Klouch, c'est un arabe. Un travail de proposition commune n'émerge pas encore. L'atelier devrait être le lieu permanent du débat. La confusion qui résulte du fait que les équipes sont à la fois des opérateurs et membres du conseil scientifique n'est pas très académique. L'atelier deviendrait-il une machine à commande et non un laboratoire permanent? C'est ce que note Michel Lussot. Il va le dire de sa position éminente tout à l'heure. Car comment, sans cela, lui donner à une autre échelle et dans un autre temps la continuité et l'autorité qu'eurent en leur temps Tony Garnier, Auguste Perret ou même Otto Wagner, rôle que la technocratie ne peut jouer et auquel elle prétend, reléguant les architectes aux emplois de figurants d'un dîner de tête, celui que raillait Jacques Prévert. L'autocontrôle et l'auto-évaluation peuvent y remédier sans doute. Cela échappe à la déontologie habituelle. Mais le concept de la métropole, lui aussi, échappe aux catégories habituelles. Une récente prise de position, celle de Pierre Mansart, laisse entendre une évolution positive. Souhaitons-le. Les projets urbains réussis demandent la conjonction de 3 facteurs. Un portage politique, l'adhésion des milieux économiques et enfin un soutien citoyen, la société civile, dit-on. Ces 3 conditions ne sont pas réunies à ce jour.
Mais c'est aussi l'objet du débat d'aujourd'hui et de celui qui doit s'ouvrir et se prolonger, l'invention métropolitaine, et à cette condition et à ce prix. Vous voyez, vous avez de la chance parce que votre statut vous permet de faire ça, mais les autres, je leur interdis de faire la même chose. Faut quand même, on n'est pas là pour faire une improvision. Non, oui. Mais genre Acteur Studio. Cela dit, ce qui est vrai, c'est que vous parliez de 100 milliards et que vous divisiez en 3 tiers. Pour le métro, vous les avez, c'est 30 milliards. Et effectivement, il faut se rappeler... Alors, ça, je le dis parce que je pense que toute la salle n'a pas bien compris comment était financé ce métro. Il est financé comme l'a été le métro parisien qu'on a fini de payer en 1970. Il est financé sur les 4 taxes que nous, les franciliens, nous payons, ce qui permet aux parlementaires franciliens de dire à leurs homologues de province que c'est Paris qui se paye son propre métro, en tout cas la région parisienne, et par ailleurs sur des emprunts à très long terme, sur 30 à 40 ans, dont les premiers vont intervenir l'année prochaine à la BEI et à la CDC au taux de 1,2%. Voilà, ils ont les planètes alignées. Ils avaient fait un business model à 5,5, mais comme vous savez, les taux se sont écroulés. Dominique Alba ou Guillaume Sellem, qui veut parler en premier? Et qu'est-ce que nous avons fait du Grand Paris, Dominique Alba? Moi, je le fais tous les jours. J'y contribue tous les jours à ma petite façon. Je voudrais juste dire une petite chose par rapport au transport. C'est que la IGP saison 1, comme le disent certains, avec Christian de Porzampar, il y avait aussi un monsieur qui s'appelait Francis Roltangui, qui était directeur général de la Pure et qui aime bien les trains. Et on a passé quelques nuits aux côtés de Jean-Marie Dutilleul, puisque j'avais le privilège à l'époque d'être son numéro 2 à la Pure, à dessiner des choses. Et on s'est autorisé à la suite de ça la petite synthèse, qui est à ce jour le seul document qui a essayé d'exister comme petite synthèse des travaux de la IGP, et pas de la IGP à l'époque, pardon, de la consultation. Voilà. Et je dois dire que c'est un document extrêmement lisible, et tous les gens autour de vous qui disent « mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là ?» je vous recommande de leur offrir. Voilà. Donc comme il est épuisé, on va le mettre en ligne en accès libre et gratuit, à l'occasion de l'anniversaire, Mireille. Donc maintenant, à part ça, moi j'aime bien, vous savez, je vais faire l'inverse de tout ce qui a été dit. Le colibri, vous connaissez Jean-Pierre Rabhi qui dit « chacun fait sa part ». Donc le colibri, il apporte sa goutte d'eau. Et je crois que le Grand Paris, il se fait tous les jours, absolument tous les jours, de plein de façons différentes. La structure dont j'ai la charge en est une des composantes, on va dire ça, puisque nos bases de données et nos travaux sont sur 700 km², qu'évidemment notre conseil d'administration, notre assemblée générale se sont élargis à beaucoup de partenaires, qui sont tous des partenaires du Grand Paris. C'est un des témoignages. Mais dans le quotidien, on pourrait citer des dizaines d'exemples, des centaines d'exemples, des milliers d'exemples. On n'a pas cité les travaux de Rogers et de Jean Nouvel, mais ces 2 équipes se caractérisaient par l'idée de la multiplicité des lumières dans le Grand Paris. Et aujourd'hui, c'est quand même ce qui se passe. Et ça, on ne peut pas le balancer comme si ça n'existait pas. On ne peut pas dire aux gens qui font tous les jours quelque chose dans ces territoires qui ne sont pas dans le Grand Paris. On a 730 ZAC, beaucoup des architectes de l'AIGP les ont en charge. J'espère que dans une de leurs opérations, ils mettent en pratique les mots de vocabulaire qu'ils nous ont donnés dans l'AIGP 1. Vous avez parlé de la ville légère, de la ville poreuse, vous avez parlé de l'urbanisme de projet, vous avez parlé du réemploi, du recyclage. Ces éléments-là n'existaient pas. C'est-à-dire qu'en 2008, la ville, c'était la ville de la guerre. C'est-à-dire l'urbanisme restait un produit guerrier, de stratégie, d'occupation foncière, d'extension territoriale. Aujourd'hui, on est dans le recyclage, on est dans le réemploi, on se pose la question, avec 1 mètre carré, on fait 3 choses. On accepte que des personnes qui ne sont pas des architectes puissent intervenir sur des bâtiments. On accepte que des citoyens modifient de l'espace public, etc., etc. C'est une donne complètement différente, et ça, c'est la donne du Grand Paris. Et donc, je veux dire, ce temps-là de l'urbanisme, qui n'était pas celui de 2008, on peut peut-être se dire que le politique, il est à son tour en train de s'en emparer. Et donc, c'est vrai qu'aucun des architectes présents n'a parlé des territoires. Moi, je suis frappée de voir les maires s'organiser des après-midi entières pour s'apprendre, pour se découvrir, pour voir leurs voisins. Alors, on pourrait appeler ça les grands voisins, la découverte des grands voisins. Mais nous, on apporte des cartes,
On monte des chiffres, on dit « Ah oui, mais vous, c'est ça ». Et en fait, au bout d'un moment, on ne parle plus. Ils prennent nos documents et ils disent « Bon, ça y est, nous, c'est bon », et on le fait. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important et on ne reviendra pas en arrière là-dessus. Donc on peut se poser la question des stratégies métropolitaines, on peut évidemment des périmètres, des questions financières, de ce qu'il convient de partager, sachant que l'essentiel, on le partage depuis très longtemps, puisque les syndicats techniques, c'est 1923. Donc ça fait presque un siècle. Donc il y a des choses qui marchent. Donc je crois qu'il faut être prudent sur ce sur quoi on veut travailler quand on se dit qu'on va parler d'une vision stratégique du Grand Paris ou de ce qui va se passer Grand Paris 8 ans après. Moi, je pense qu'on a un socle extrêmement fertile. Simplement, pour le regarder et pour l'accompagner, il faut faire un petit pas de côté. Il faut juste changer un peu sa manière de regarder. Il faut peut-être se dire que son métier, ce n'est pas tout à fait ça. Et il faut accepter que d'autres aussi puissent faire d'autres choses. Et je citerai Patrick Jarry qui dit une chose très très simple sur la vision. Le maire de Nanterre. Oui, le maire de Nanterre, mais qui est aussi président de Paris Métropole. Paris Métropole ayant lancé un document qui s'appelle Vision stratégique pour le Grand Paris. Parce que Pierre Mansart disait le projet métropolitain, et Sybille Vincendon vont conclure votre article de Libération en disant qu'il serait temps que la IGP fasse le projet métropolitain. Et donc je voudrais juste... En tout cas, qu'elle en fournisse un à la métropole du Grand Paris. Et donc je voudrais dire ce qu'a dit Patrick Jarry qui me semble très, très, très clair et très simple. Il dit qu'aucune institution n'a le monopole de la vision. Par contre, toutes vont intervenir, toutes peuvent poser des jalons. La bonne question, c'est sur quoi elles vont toutes converger. Et c'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui, tant à la IGP qu'aux autres. Et donc dans une des questions, c'était la IGP doit être le lieu du projet. Non, la IGP est un des lieux dans lesquels des choses vont se construire. Et la IGP peut aussi donner les mains à d'autres. Et c'était le sens de la tribune que vous m'avez demandé de rédiger, où je disais la IGP peut être un incubateur. C'est-à-dire que la IGP n'est plus celui qui donne, la IGP est celui qui fait lever, qui fait pousser les grains. C'est ce qu'a fait la saison 1, c'est ce qu'a fait autrement la saison 2. Nous-mêmes, on s'en empare, puisque les grands quartiers d'affaires, par exemple, on a travaillé avec les architectes de la IGP pour essayer de faire sortir des choses dont aujourd'hui les opérateurs s'emparent. Et si je prends les pôles d'emploi dont vous parliez, Paul, n'oublions jamais que dans la métropole, la moitié des emplois ne sont pas dans les pôles d'emploi. Les 4 100 000 emplois de la métropole sont répartis pour moitié entre les 29 pôles d'emploi, dont les quartiers d'affaires, et le reste. Qu'on habite dans une grande partie dans du diffus, dans un système qui est autre, et qu'on a le droit d'y habiter et qu'on a le droit d'y être bien. Donc la question, elle est aussi dans ces termes-là. Voilà. Guillaume Sellem, quel est votre bilan, vous, du Grand Paris, en tant qu'observateur, n'étant pas partie prenante dans ces différentes instances? Vous n'êtes ni élu, ni membre de la IGP? Non, mais observateur engagé, cependant, et puis citoyen aussi, habitant du Grand Paris, comme vous tous. Bon, il y a eu un moment fondateur que certains ont tendance à regarder comme un âge d'or. Je crois que c'est une profonde erreur, mais ce moment fondateur, il a existé. Alors, il est assez identifié à l'institution dans laquelle je travaille aujourd'hui, puisqu'il a donné lieu à cette fameuse exposition. 214 000 visiteurs, 2009, dans la foulée de la consultation. Et pourquoi est-il regardé avec un peu de nostalgie par certains aujourd'hui? Parce qu'il réunit ces deux éléments qui ont peut-être un peu disparu depuis, un pilotage et une commande forte, affirmée. Il faut dire quand même qu'à l'époque, c'était plus simple, puisqu'il n'y avait pas les collectivités locales dans le jeu. Il paraît difficile aujourd'hui d'imaginer de construire une métropole sans les collectivités locales. Puis le deuxième facteur, c'était une indépendance, une autonomie des équipes qui avaient réussi à s'abstraire des contraintes fortes d'une commande et du lien que ça peut impliquer avec un commanditaire traditionnel. Pour autant, moi, il me semble qu'il y a un certain nombre d'acquis qu'a produit ce moment et la IGP dans ses différentes saisons, dans ses différents temps, saison 1, saison 2 ou la saison 3 qui s'ouvre maintenant. Et c'est une page d'ailleurs qu'il faut écrire tous ensemble. Premier acquis, la grande échelle. Ça paraît un poncif aujourd'hui, ça ne l'était pas du tout en 2008-2009, c'est-à-dire que plus personne ne conteste maintenant que pour aborder la question du Grand Paris, il faut évidemment la prendre par le prisme de la géographie, ADN du Grand Paris, comme dit très bien Antoine Grimbach, de l'hydrographie, de la mémoire du site, des itinéraires qui ont gouverné les peuplements, l'implantation des activités, tout ça c'est fondamental. Et il y avait un retard français dans le domaine. On n'a jamais produit une pensée critique de la production de l'espace à l'échelle du territoire, si ce n'est à l'aune du paysage, mais du coup avec une dépendance de la tradition du paysagisme français qui est celle de l'art des jardins,
Et évidemment, c'est un peu décalé par rapport à la pensée du territoire qu'il faudrait produire. Deuxième acquis, penser la métropole. Comme dit Daniel Béard, que vous avez cité, la métropole, ce n'est pas l'agglomération plus la globalisation, c'est autre chose. C'est une nouvelle pensée. On est évidemment, comme le disent d'autres, vous avez cité Jamel, c'est une belle phrase aussi, ce n'est pas une forme, c'est plutôt une série de processus. Bon. Et je pense que ça, c'est un des acquis incontestables de cette consultation et du travail des équipes, que d'avoir contribué à réévaluer, en pensant la métropole, des questions aussi fondamentales pour notre environnement urbain que sont la centralité, la densité, les mobilités, hein. Peut-être en mettant en crise, en questionnant ces approches très top-down, comme dit la technostructure, c'est-à-dire penser du haut vers le bas, avec ce territoire vu d'en haut, cet urbanisme de la puissance, de la maîtrise, qu'il faut quand même attaquer parce qu'il a produit des catastrophes et nous le savons maintenant. Autre acquis, je trouve que ce travail des équipes a montré aussi la capacité forte de l'architecture à produire cette réflexion. L'architecture non pas comme service mais comme savoir à l'articulation de la pensée et du faire. Et ce n'était pas du tout une chose acquise. Je trouve très très bien, les gens qu'on a entendus, c'était des architectes tout à l'heure. Alors je trouve bien aussi qu'on ait pu produire une réflexion interdisciplinaire, mais il ne faut pas oublier aussi l'acquis qui est celui de l'architecture à penser, dans sa capacité à penser la métropole. Outre tout cela, la IGP a été bien d'autres choses dans cette saison 1, une plateforme d'échange avec les collectivités locales, avec l'État, avec la PUR, avec l'IAU, une institution où, précisément, parce qu'elle était composée d'experts de haut niveau qui faisaient le lien avec la recherche, une institution qui était capable de produire de la pensée autrement que dans les lieux habituels de la technostructure ou des professionnels de la profession. Et ça, c'est un autre acquis important qu'il faut signaler. Alors, en revanche, tout ça a fait ressortir sans doute un manque cruel, crucial, mais qui n'est pas seulement à imputer à la IGP, mais à nous tous, c'est le manque d'un récit. C'est ça qui manque aujourd'hui cruellement. Et alors moi, contrairement à ce que vous disiez, chère Sybille, dans votre papier, je ne pense pas que ce soit à une institution quelle qu'elle soit de produire ce récit. Je crois que ce récit doit être partagé. Il faut le construire avec les habitants. Et si ce Grand Paris peut avoir une utilité, c'est de se muer en forum démocratique, en lieu, en machine à produire du débat et du débat public. Et ça, on en manque cruellement. Et je crois qu'on ne peut pas imaginer construire une métropole simplement avec des experts, même s'ils raisonnent très très bien. Alors après, oui, les illusions perdues, je ne sais pas où ranger tout ça. Bon, moi j'aime bien, je suis en vieux lecteur de Balzac, j'aime bien perdre mes illusions quand je suis aveuglé. En vieux lecteur de Freud, j'aime bien aussi qu'on mette en cause des illusions lorsque ce sont des erreurs investies d'une croyance. Donc si ces deux moments de la vie de la IGP nous permettent d'ouvrir les yeux pour construire ensemble démocratiquement une métropole, moi, j'en ferai pas du tout une maladie. Alors, sur le récit, je dois dire qu'il y a une chose qui m'a frappée personnellement, c'est que le récit que j'ai trouvé le plus fort du Grand Paris, et on l'a chroniqué dans Libération, on a même fait faire un reportage photo qui suivait son tracé, c'est celui qu'a fait le géographe Jean-Baptiste Lanaspez avec son éditeur dont le nom m'échappe. Et ils ont fait ce livre qui s'appelle La Révolution du Grand Paris, qui est donc la révolution au sens des planètes qui tournent autour de quelque chose. Et ils ont fait 6 jours de randonnée en 3 fois 2 jours, comme ça, tout autour, en étant à 4-5 km de Paris à peu près. Et ils ont cette phrase géniale, à un moment donné, ils disent « Vu d'ici, Paris a l'air enfermé dans un rond-point ». Et je trouve que ça porte le récit. Mais d'une autre manière, c'est juste une autre anecdote, et puis après j'arrête, mais quand on a fait l'une des premières publications qu'on a fait du schéma de la SGP du métro tel qu'il est actuellement, une des maquettistes à Libération a eu cette réflexion que j'ai trouvée géniale. Elle me dit « C'est drôle, on dirait que Paris disparaît ». Et je trouve que quand les installations mentales comme ça commencent à se modifier, on arrive à aller vers quelque chose. Mais je voudrais vous poser une question, moi, maintenant, sur ce qui nous attend. Alors, si on fait le récit, pour le coup, de ce qui s'est passé ces derniers temps, on a eu un concours extrêmement spectaculaire qui était Réinventer Paris, qui alors peut avoir beaucoup de défauts et sur lequel on peut critiquer pas mal de choses dans les aspects, mais qui a quand même une qualité, c'est qu'il renverse la proposition. C'est-à-dire que tout d'un coup, on dit, ben voilà, moi sur
tels et tels endroits, je vous demande quelles sont les idées que vous pouvez apporter et comment vous pouvez les réaliser. De la même manière, je pense que réinventer la Seine va se faire sur ce mode-là, que les hubs du Grand Paris, qui s'appellent maintenant Inventons la métropole, c'est la même logique. Donc, est-ce que... Alors, je vois bien l'intérêt que ça a de susciter, de faire fleurir, de faire pousser les pousses, si j'ose dire, mais est-ce qu'on n'a pas un risque de morcellement, finalement, où tout le monde va défendre des lieux en particulier et puis une manière de les aborder? Qui veut répondre? Oui, je dois répondre. Oui, Mao Tse-tung parlait des 1000 fleurs qui doivent pousser. Il contribuait à leur éradication par la même. Mais le processus de réinventer Paris est un processus d'agitation, d'agite-prop architectural. Il a été, même s'il y a des projets qui sont tout à fait remarquables, il a été faussé par la dérive foncière. C'est qu'à un moment donné, entre deux... Vous interviendrez tout à l'heure. Non, mais c'est bien, encouragez-moi. Mais je sais, Dominique Alba n'est pas d'accord parce que quand même, il ne fallait pas brader les meubles de la famille. Donc, c'est le récit dont parlait Guillaume Selem. Les projets y contribuent, mais le récit... Enfin, on va devenir tout à fait pédant, c'est quand même un méta-récit, c'est un récit politique. Ce récit politique, il reste à faire. C'est ça la question. Et je ne doute pas que certains architectes peuvent s'emparer en tant que citoyens de ce récit politique, mais ils ne sont pas fondés à le faire. Ils ne sont pas élus. Il y a quand même une sanction de l'élection dans un système démocratique, le pire à l'exception de tous les autres. Mais les élus doivent faire ce récit politique. Les élus de la métropole, s'ils ne le font pas, ne sont pas métropolitains. Et quand ils font des concours, quand ils multiplient comme ça les concours qui sont à la fois un morcellement territorial et un morcellement de la commande, qu'est-ce que vous en pensez? Le plan des artistes a déjà existé en un autre temps. On ne peut pas se passer des architectes parce qu'ils sont savants, c'est certain. Et en plus, certains ne sont pas mauvais, ce qui ajoute à leur charme. Mais la question n'est pas là. On ne va pas faire une collection, un défilé de modes de projet à propos de situations. Quel est le récit? Parce qu'on dit que le Paris, enfin, on est toujours dans Gravier, Paris et le désert français. Actuellement, la France pompe Paris. Oui, puisque Paris produit, vous le savez, 30% du PIB Avec national et n'en consomme que 20%. Eh bien, pour un temps, parce que je crois que si la petite France dans laquelle nous vivons, pas à Strasbourg, mais ici, elle a un atout et un atout maître, c'est cette ville-monde. Donc, tout le fric de la France à Paris, non pas parce que nous y sommes, parce que c'est la condition de survie de ce pays dans le petit jeu géopolitique qui se mène. Ça ne veut pas dire qu'on va désherber Montpellier, Châlons-en-Champagne ou Strasbourg pour autant, mais il faut absolument investir massivement sur la métropole parisienne. C'est une condition française de l'exception française. Dominique Alba, vous allez défendre Réinventer Paris, je pense. Il n'y a pas besoin, puisque c'est copié, donc ça n'a pas besoin de le défendre. Moi, je partage ce que vient de dire Paul sur le fait que c'est aux élus de construire le récit. De toute façon, ils le savent, puisqu'on se voit assez souvent, et de toute façon, ils le revendiquent. Simplement, je ne vois pas pourquoi on serait toujours dans le « ou ». Pourquoi est-ce que d'un côté, on devrait... Quand on fait de l'architecture, ça veut dire qu'on ne fait pas bien le reste, et quand on fait le reste, on ne fait pas de l'architecture. Non. Quand on fait réinventer Paris, ça voudrait dire que réinventer Paris, réinventer la Seine, inventer la métropole, c'est la totalité de l'exercice. C'est juste un tout petit bout de l'exercice. C'est-à-dire le nombre de mètres carrés produits dans réinventer Paris, c'est que dalle par rapport aux 18 millions de mètres carrés des 6 grands projets qui sont interconnectés avec Paris, qui sont en cours de développement. Il y a qu'un moment, il y a des questions d'échelle à voir. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça le vrai sujet. Si on prend réinventer la Seine, le vrai sujet, c'est sans doute de s'emparer de la Seine dans son entier. On sait qu'aujourd'hui, on a identifié plus de 50 lieux de baignade possibles, dont une grande partie peuvent être pris sur des parcs, ce qui veut dire qu'on peut utiliser des systèmes filtrants et que même si l'eau de la Seine n'est pas totalement potable, comme au chemin de l'île à Nanterre, on pourrait se baigner à la sortie du parc. Mais ça, personne ne l'a encore fait. Ce n'est pas dans réinventer la Seine. Simplement, ça donne de la valeur à réinventer la Seine.
Donc les choses, elles s'accumulent. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la stratégie du ou. C'est pas de l'ouvrier qui fait les RER et les villes nouvelles et le reste, on ne sait pas. Il y a tout. Quand on a 730 ZAC, on fait tout. Quand on a 18 millions de mètres carrés qui se construisent dans les 6 ou 7 grands projets, on doit quand même se poser la question de comment ça s'organise un tout petit peu. Et donc si Réinventer Paris permet d'avoir plus d'idées, puisque ça donnait la parole à égalité à tous les intervenants dans un processus de projet. Alors, l'attractivité du foncier parisien a fait que ça a pu aller assez loin dans certains cas. Mais Sybille, vous connaissez par cœur les dossiers, vous savez très bien qu'à certains endroits, charge foncière zéro, ou quasiment. Ce qui est passé au Conseil de Paris tout récemment, c'est des charges foncières très faibles sur des projets plantés depuis 20 ans. Donc c'était aussi une façon de trouver des solutions à des endroits qui n'en trouvaient pas. Donc est-ce que inventer la métropole va permettre ça? Je l'espère, puisqu'en fin de compte, ce ne sont pas que les hubs, ce sont d'autres propositions. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est dans que... l'esprit d'Emmanuel Macron, quand il en parlait au MIPIM, ce n'était pas vraiment pour offrir le foncier. Hein. Oui, mais chacun parle à l'aune de ce qu'il est. C'est sûr. Voilà. Je m'arrêterai là sur celui-là. Mais juste pour terminer, que la salle comprenne bien que la clé pour les systèmes comme Réinventer Paris, Inventer la Seine, la métropole, c'est qu'il n'y a pas d'argent public dans le processus du projet. Donc ce n'est pas un maire qui dit « je vais me faire payer ma piscine », c'est un maire qui met en vente un foncier et c'est l'opérateur qui propose le programme. Et le choix, il a la piscine. Peut-être, mais financé par le privé. Guillaume Salem, vous voulez parler de ça, du morcellement, des concours, de cette espèce de compétition qu'il y a maintenant? Et j'ai oublié celui de la région qui a été annoncé, mais qui pour le moment ne prend pas forme. Oui, alors on peut certainement voir dans ces consultations l'aspect laboratoire d'idées et le capital renouvellement des approches et de la pensée que ça peut apporter. Et puis il y a une autre dimension aussi, qui est quand même une mise en cause assez radicale de toute idée d'urbanisme. Alors moi je crois qu'on peut être critique vis-à-vis d'un certain urbanisme. Je l'ai dit, l'urbanisme vu d'en haut qui se défie du regard des habitants. Bon. Pour autant, moi, je ne crois pas les collectivités humaines capables de produire spontanément l'intérêt général. Donc, je crois beaucoup à la nécessité de la régulation publique, surtout dans ce domaine-là. Voilà, donc je suis attentif, et évidemment, par fonction un peu critique sur toutes ces initiatives. En tout cas, il me semble qu'elles rendent d'autant plus nécessaire l'existence d'un lieu de pensée et de production critique sur le Grand Paris. Et il me semble que c'est l'un des avenirs possibles de l'AIGP. Alors, juste un mot sur le récit, je n'ai pas développé tout à l'heure. J'ai dit qu'il devait se construire avec les habitants. Je peux dire la même chose autrement. Pour moi, ce récit, ça ne peut certainement pas être le récit des aménités, le récit de la concurrence entre grandes métropoles mondiales, le récit du libéralisme exacerbé. Ça ne peut pas être ça. Mais il existe beaucoup, celui-là. Le récit de la marque Grand Paris. Alors, je sais que ça intéresse beaucoup d'acteurs, mais il faut que ce soit aussi celui des habitants. Oui, mais c'est vrai que celui-là, il a les moyens d'exister. C'est-à-dire que quand on va au MIPIM, on le voit en live. Est-ce qu'on passe à la salle ? Oui, donc le morcellement, ça peut aboutir à une certaine confusion dans laquelle le privé trouve toujours son compte. Et donc dans Réenchanter Paris, il y en a peut-être certains qui voulaient une piscine et qui l'ont fait payer par le privé. Enfin, moi, j'ai plutôt un exemple de l'avenue d'Italie où la mairie a tenté, avec Réenchanter Paris, d'échapper au centre commercial cher à Houellebecq, qui a une petite pensée un peu réduite. Donc il adore les centres commerciaux. Et il se trouve que le résultat du concours, même si la mairie a trouvé très bien d'autres projets beaucoup plus alternatifs, le final, ça a été bien sûr Amerson qui a récupéré le centre commercial. Voilà pour les résultats d'Enchanté, au moins sur un exemple. Moi, ce que je constate, c'est le problème d'une pensée des échelles quand on s'adresse à la périphérie et qu'on passe au niveau de la première couronne, entre première couronne et deuxième couronne. J'ai pu assister à des débats sur les plans locaux d'urbanisme qui sont en redéfinition, sous contrainte des préfets pour justement créer des logements sociaux impérativement. Et ce que je vois, c'est que c'est une course-poursuite pour atteindre à la validation du plan local d'urbanisme, et on interpelle les habitants comme si c'était leur pain quotidien, l'urbanisme, et d'une certaine façon, il n'y a aucune pédagogie qui est faite
Alors, parler du Grand Paris sur cette première couronne et partie extérieure, et ne parlons même pas de la deuxième couronne, je ne vois pas comment on peut mobiliser sur les représentations que vous développez du Grand Paris pour ces habitants qui ont affaire à un tissu urbain des années 30, souvent, avec des résidences, etc. Et le maire n'ose même pas parler des gares, vous voyez ? Alors que quand même, les gares, c'est un point essentiel de l'affaire, me semble-t-il, avec le Grand Paris Express. Donc je pose la question des échelles, je pose la question d'un discours technocratique qui ne passe absolument pas auprès des habitants. J'interpelle Madame Vincendon, qui a fait un livre à ce sujet-là que j'ai trouvé très intéressant et qui remet d'actualité l'ouvrage de Henri Lefebvre, Production d'espace, où il opposait représentation des décideurs, espace des représentations des habitants, le perçu, vécu, conçu. C'est toujours d'actualité sur ces questions-là, à mon sens. La question des mémoires n'est absolument pas posée. Alors, comment peut-on parler de récits métropolitains sans passer par les mémoires sociales et ce qui se passe en première, deuxième couronne, que ce soit l'histoire des castors, etc. Il faudrait refaire l'histoire de tout ça. On fait comme si on était sur la table rase et qu'on faisait des gares et que, bon, à la limite, le maire s'entend avec l'autre maire du coin parce que sa commune est traversée par 2 gares, mais quand à en parler lors du plan local d'urbanisme qui a validé au plus vite, c'est pas la question. Voilà, en tant qu'habitant, voilà ce que je pose comme question et sensible à l'urbanisme. Pour moi, ce qui pose question, c'est la temporalité du politique dans ces affaires-là. Et celui qui a écrit un livre excellent à ce sujet-là, c'est Hartmut Rosa, qui a parlé de cette accélération. On interpelle les habitants comme s'ils devaient répondre par Internet à l'aveugle. Les autres habitants, ils ne savent pas ce qui sera dit sur ces sujets-là. Et on les interpelle et dites-nous quelle ville vous voulez demain. Mais il faut aller vite, hein, parce qu'il faut valider le plan local d'urbanisme. Voilà le sujet. Moi, je voudrais... Alors, reprenons les 2 questions. Il y avait donc l'intérêt du privé qui, finalement, il trouve bien son compte dans des consultations comme Réinventer Paris. Et la question d'une sorte de pédagogie du Grand Paris et de la concertation, de la participation des habitants. Alors, à ce sujet, je voudrais rappeler ce qui s'est passé sur la place de la République, où, avant même qu'on touche un bout de fil électrique, il y a eu beaucoup de marches qui ont été faites autour de la place avec des groupes de gens qui, par ailleurs, n'avaient jamais mis les pieds là, ou au contraire des riverains, ou au contraire des défenseurs du Vieux-Paris. Bref, il y en avait toute une série. Ça a fait un petit livre qui est très sympathique à lire, comme la synthèse d'ailleurs. Et il y avait quand même un monsieur qui disait « Ça fait 10 ans que je traverse la place tous les matins, j'avais jamais vu qu'il y avait une statue ». Donc, c'est pour vous dire à quel point, quand on fait participer les habitants d'une autre manière que de leur demander de lire un PLU, ce que je pense qu'aucun citoyen n'est capable de faire, ça peut se passer différemment. Alors, sur les intérêts du privé, Réinventer Paris, ça a l'air d'être une question qui s'adresse à Dominique Alba. Et sur le récit, la participation des habitants, peut-être Guillaume Sellem, vous avez envie de répondre, comme vous étiez là-dessus. Je ne sais pas, moi, l'intérêt du privé, Réinventer Paris. On pourrait dire aussi l'intérêt du public et Réinventer Paris, parce qu'en fin de compte, les choses qui ont été mises sur la table, elles servent tout le monde, quoi. Donc moi, ça ouvre des possibilités. Ça a permis... moi, je ne sais pas, la moitié des architectes qui sont lauréats des opérations de Réinventer Paris ne font pas partie de ce qu'on peut appeler les architectes publiés dans AMC ou dans toute autre revue d'architecture. Donc, c'est quand même pas négligeable. Les jurys qui ont fait les premières sélections, les équipes sortaient à l'unanimité en un tour de vote et les jurys, c'était 25 personnes qui connaissaient, je pense, qui étaient des citoyens lambda, monsieur, vous disiez, pour beaucoup d'entre eux, parce que je voyais qui venaient. Et en fait, les choses qui étaient regardées, c'était des choses de notre vie. C'était ce qu'on allait inventer, c'était les fermes urbaines, c'était les start-up. Ça peut paraître un peu cucul-après-loche, je dirais, mais c'est un peu tout ce qui nous amuse et nous intéresse aujourd'hui. Donc c'était peut-être une manière comme ça, un peu plus simple aussi de partager la ville que d'être assassiné sous un programme où vous avez tant de pourcents de logements, tant de pourcents de bureaux, les commerces comme ça, et les logements, vous les divisez comme ça, etc., etc. Parce que la ville qu'on vit quand même depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est la ville organisée, programmée, mètres carrés obligatoire. Et toute la production immobilière s'est organisée comme ça.
Donc, est-ce que c'est l'intérêt du privé ou l'intérêt du public? Je ne sais pas, mais ce que je pense, c'est qu'on peut en profiter, comme on peut profiter de ce que la IGP a mis sur la table pour aller plus loin et continuer à avancer. On peut toujours se poser des éternelles questions, mais après tout, tous les matins, on marche. Et vous avez cité la marche. Je voudrais juste dire un tout petit truc. Les gares, c'est super. Mais vous savez, dans la métropole, il y a très peu de rues. Et nous, on a fait les cartes et on a montré qu'on ne savait pas aller aux gares. Donc ça, c'était drôlement bien, parce qu'en fin de compte, dans Paris, il y a plein de rues. Mais quand vous sortez de Paris, une des caractéristiques de la métropole, c'est que marcher à pied, c'est compliqué. Et aux gares, on y va à pied, parce qu'il n'y a pas de parking de rabattement. Donc un des sujets du Grand Paris, ça va être la marche à pied. Et ça, c'est pas compliqué, et chacun peut s'en occuper, et chaque citoyen sait ce que c'est. Donc au-delà du grand projet de transport, des belles architectures de gare qu'il faut nous souhaiter, il y a peut-être juste un exercice qui peut se mener avec chaque maire, avec chaque commune, c'est juste de créer des possibilités pour chacun de se déplacer confortablement. Alors je n'irai pas jusqu'à la théorie du genre, mais aussi pour les femmes. Voilà. Si, aussi pour les femmes, absolument. Je dis ça parce qu'on n'est pas très nombreuses aujourd'hui. Non, et je vous recommande de lire un petit livre qui est très édifiant là-dessus, qui s'appelle « La ville faite par et pour les hommes ». Voilà. Oui, Guillaume Salem. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit l'intervenant tout à l'heure. Je l'avais dit aussi en développant moins. J'ai remis, puisque j'ai animé, comme on dit, un groupe d'experts là, dans l'instance de préfiguration de la métropole du Grand Paris. C'était le groupe sur la culture. Et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, la culture, c'est ça avant tout. Travailler, j'ai dit ça aux élus, je ne sais pas si on sera entendu, j'ai dit ça avec mes collègues qui avons produit ce rapport que vous pouvez trouver sur Internet, sur le site de la MGP. Je leur ai dit, travailler sur la mémoire des lieux, travailler sur la mémoire des métiers, sur la mémoire des peuplements. Il y a un travail magnifique à faire sur l'onomastique, sur les noms de lieux, les noms de pays, comme disait Proust. Et je pense que c'est aussi un laboratoire pour retisser du lien social, fabriquer du vivre ensemble. Il y a des gens très sérieux qui travaillent là-dessus. Il y a un laboratoire de recherche, un LABEX de l'université Paris X que nous avions auditionné. On a rendu compte de ces travaux. Donc voilà, il y a de la matière, il y a des appétits, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Donc il faut que vous preniez les choses en main. Alors, Mireille Ferry, je crois que vous aviez envie de dire un mot, ne serait-ce qu'en l'absence de Michel Lusseau, justement. Alors, je ne peux pas dire que vous êtes son impresario, mais c'était un peu quelque chose de ce genre. Non, alors, d'abord, pour dire qu'on est absolument désolé, Michel Lusseau ne peut pas. C'est-à-dire qu'il a été, vous savez qu'il a des charges institutionnelles un peu lourdes, donc il avait une réunion dont il n'a pas pu sortir. Donc ce n'est pas de la légèreté ou de la désinvolture, et ça n'est pas non plus un problème technique. Moi, je voulais juste revenir parce que, d'abord, remercier Paul du très beau témoignage qu'il nous a fait tout à l'heure, et revenir un peu sur ce conseil scientifique première version, celui d'une consultation internationale dont on se disait, en discutant hier avec, par ailleurs, Philippe Anneret, qui faisait partie, comme vous, de ce conseil scientifique, qu'on avait l'impression que ça avait duré 2 ans, peut-être même 3 ans. Alors, en fait, ça a duré à peine 8 mois. Parce que la densité de ce qui a été produit était énorme. Et revenir un peu sur la table ronde précédente aussi, je dirais, ça parlera de Michel Lusseau quand même, ce qui est paradoxal, c'est que quand on interroge les 10 équipes, et on en avait la démonstration encore flagrante tout à l'heure, ce qui a été l'élaboration collective, alors peut-être pas l'élaboration collective, mais en tout cas, au final, ce qui a été discuté et porté collectivement à l'issue de ces discussions est un corpus réel. Et de ce point de vue, le conseil scientifique de l'époque, coprésidé par Paul Chemetov et Michel Lusseau, nous a beaucoup aidés. Parce que ce sont eux, c'est avec Dominique, alors pas tout à fait avec Guy, mais avec ceux qui l'ont précédé, qui ont lu, filtré, fait le travail d'analyse critique qui a permis ensuite, par exemple au comité de pilotage politique dont je faisais partie, de s'approprier. Et qu'est-ce qui est sorti? Bien plus de choses que ce qu'on a entendu tout à l'heure. Évidemment, on a évoqué la question des transports. Le rapport ville-nature ou ville-espace ouvert ou ville-espace naturel, notamment illustré par les travaux d'Yves Lion, mais repris très largement, la ville poreuse et finalement le lien entre l'infrastructure, la rapidité et l'exclusion que peut générer. Plus une infrastructure est dite efficace et rapide, plus elle exclut de territoire et de population. Ce travail de nature à la fois formelle,
sur la topographie, sur l'organisation physique des lieux et politique, sur ce que ça provoque de la part de l'équipe Bernardo Secchi et Paola Vigano, a été très fort. Et si le conseil scientifique ne nous avait pas fourni ces pépites, on n'y serait peut-être pas arrivé. Il y a un autre élément très fort, c'est qu'effectivement, à travers les rhizomes de Christian de Portzamparc, quelque chose a été marqué très fortement. Alors peut-être Christian me pardonnera, j'ai une lecture un peu particulière de ce qu'il a fait. Et pour moi, le rhizome, et pour ceux qui ne font pas trop de botanique, pour rappeler qu'un rhizome, c'est cette sorte de racine souterraine qui ressurgit un peu loin, dont on ne voit plus à quel point elle est liée au pied initial, à la mer, à la plante mère, mais qui ressurgit un peu plus loin, était une magnifique représentation de la discontinuité de la métropole. Quand Antoine Grumbach dit qu'aujourd'hui, on n'a pas bien saisi ce que c'est qu'une nature métropolitaine, ou quand vous-même, Sybille, vous citez Jamel Clouche, ça n'est pas un territoire, c'est une dynamique, ou c'est une vision, il faut pouvoir, derrière ça, illustrer physiquement, se représenter les choses. Et le rhizome, dans ce qu'il ressurgit un peu plus loin, montre qu'il y a une nature physique qui est quand même de l'ordre du lien, alors que pourrait apparaître de la discontinuité. Ce qui caractérise les métropoles, c'est bien qu'elles sont unifiées par des liens qui sont des fonctions partagées et qui ne sont pas forcément des morphologies bien physiques, bien identifiables en surface. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Quand c'est une véritable métropole hors limite, forcément, puisque les liens peuvent aller très loin. Le rhizome peut aller effectivement jusqu'à la mer. Michel Lussault a été quelqu'un qui nous a appris, à travers ce moment-là, enfin moi je sais que je n'en avais pas pris conscience de cette manière, quelque chose de très simple. Donc je recite à l'envi depuis. Et donc merci de cette période initiale. Les géographes aujourd'hui sont confrontés à une chose très particulière. On ne voit pas le monde tel qu'il est parce qu'il bouge tellement vite que, par exemple, le phénomène métropolisation nous échappe à notre vision. On ne sait pas le voir. Si on ne le voit pas, on a du mal à agir dessus. Et il dit que pour le voir, il faut qu'il y ait des intercesseurs. Ça peut être des architectes, ça peut être tous les corps de discipline de l'urbanisme au paysage, en passant par la sociologie, l'économie, qui permettent de voir et ensuite de représenter. Ce que fait Christian de Portzamparc quand il nous montre le rhizome, c'est une représentation de la réalité qui, du coup, nous rend lisible cette réalité. Et s'il n'y a pas ce que Michel Lussault décrit comme ces trois phases de voir pour représenter, pour tirer ensuite de cette représentation des outils, alors les politiques ne peuvent pas agir. Les politiques ont besoin d'une représentation pour fabriquer des outils pour agir sur le monde tel qu'il est. Parce que sinon, ils ont une représentation du monde tel qu'il n'est plus et ils agissent donc avec de mauvais outils. Cette articulation des trois temps, voir, représenter et du coup proposer des outils pour agir, la métropole, elle en a besoin. Il n'y aurait pas d'un côté ceux qui ont la métavision et de l'autre ceux qui ensuite mettent en territoire. Il y a ce lien profond entre les trois moments qui n'exclut pas les uns ou les autres, mais qui les relie. Et ça, c'est aussi, pour moi, un des acquis de ce travail qui a été fait dans la première représentation et que nous essayons modestement de poursuivre à la IGP. Et Pierre l'a évoqué tout à l'heure, que nous poursuivrons, y compris dans le renouvellement de cette AIGP. Prenez des maires en stage. Sybille, je voudrais juste ajouter un tout petit truc. Oui. C'est que ce conseil scientifique a fait en sorte que cette consultation ne soit pas un concours. Parce qu'il n'y a pas eu de classement. Et c'est le conseil scientifique qui a dit il ne faut pas qu'il y ait de classement, il ne faut pas qu'il y ait de lauréat, il faut qu'il y ait un résultat qui soit porté à la connaissance. Je dis ce détail parce que dans beaucoup de circonstances aujourd'hui, on retrouve des systèmes d'ateliers et de coproduction urbaine qui n'existaient pas. Donc ça aussi, dans les rhizomes ou dans la discontinuité, en fait, cette petite pièce-là, elle a été essentielle dans le dispositif. Autrement, il n'y aurait jamais eu d'AIGP. Oui, c'est vrai que dans les changements de mentalité qui sont intervenus, l'histoire de travailler en coopérative, en atelier et tout ça, on le retrouve, y compris dans la gestion du risque et dans d'autres situations. Paul Chemetov. Oui, du fond de la salle, on nous parlait des castors et d'autres récits. Et pour reprendre, je crois que c'est vous qui en parliez. Non, c'est Sybille Vincendon en disant, vu de là, Paris a l'air d'être dans un rond-point. Et je crois que pour porter ces récits, comme dans le mouvement des mal-lotis de l'entre-deux-guerres, il n'y a qu'à se reporter au vieux livre de Jeanne d'Aby, Zone verte, il faut quand même donner des supports possibles à ce récit et
on parlait de l'avenue d'Italie tout à l'heure à propos de réinventer Paris. Le problème n'est pas qu'un centre commercial devienne encore un peu plus commercial, c'est le destin de ces centres, mais une question que devrait se poser le Grand Paris. Pourquoi l'avenue d'Italie, qui a été assez bien faite par Courajou et Gagné, n'est pas prolongée symétriquement jusqu'à Villejuif? Pourquoi le travail sur l'avenue de Flandre n'est pas prolongé symétriquement au-delà de Pantin? Si on ne franchit pas ce rond-point que l'on voit, eh bien, aucun récit... Les récits, ils ont besoin d'une métaphysique, mais ils ont aussi besoin d'un concret pour vivre et pour se confronter. Alors, on était dans la deuxième table ronde. Sybille Vincendon, vous ne me voyez pas, mais je vous parle. Et la deuxième table ronde s'interroge sur le fait de savoir ce que nous avons fait du Grand Paris. Alors, je sais que vous n'êtes pas extrêmement optimiste sur le sort de ce concept et de cette créature, puisque vous nous écrivez dans le texte que vous nous avez donné, vous parlez du grand cadavre à la renverse qui est devenu le Grand Paris. Donc on peut dire des choses plus aimables que celle-là. Mais je voudrais que vous nous expliquiez un peu votre point de vue et que vous l'expliquiez à la salle qui vous regarde en version énorme. Ah bon, écoutez, bonjour à la salle, je suis désolé d'arriver si tard, mais je tenais quand même essayer à dire quelques mots. J'ai entendu la fin de ce que disait Dominique tout à l'heure sur un des acquis du Conseil scientifique. Je crois qu'elle a parfaitement raison. On peut ne pas être complètement négatif sur ce qui s'est passé. Je pense effectivement que ce Conseil a su instiller ça et là d'autres manières de voir et d'autres manières de faire. Moi, ma critique, pour aller très vite, elle porte sur deux points principaux. D'abord, cette expérience nous montre à quel point le défaut du maître d'ouvrage est absolument dirimant. C'est-à-dire, je suis très critique par rapport à la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire, je pense que ce processus a été erratique parce que la maîtrise d'ouvrage n'a pas assumé tout à fait les ambitions qui étaient les siennes, et parce que surtout, de fil en aiguille, les ambitions initiales ont été perdues. Et que justement tout ce que cette démarche comportait d'expérimental, de nouveau, cette sorte de prise de risque collectif que constituait cette démarche a été rabattue, et parfois de manière assez brutale, en particulier au moment de la mise en place de la Société du Grand Paris, a été rabattue sur des préoccupations un peu d'urbanisme classique. La deuxième chose que je voulais dire, et qui pour moi est sans doute aussi alliée... Non, pour nous c'est impeccable. Ah bon, pardon, c'est moi alors qui ai un problème. Et c'est un peu lié à ce que Paul Chemtov disait là en répondant à une question de la salle sur les castors. Moi, je suis frappé de quelque chose. Si l'on va voir la Biennale de Venise de cette année, si l'on visite l'exposition Habiter le campement de la Cité de l'Architecture, si l'on va à Arc-en-Rêve regarder l'exposition Constellation, on s'aperçoit d'une chose, c'est que partout, ces manifestations insistent sur le fait que la question de l'implication des habitants est une question absolument décisive, que rien ne pourra se faire désormais sans l'implication des habitants, et que cette question doit bouleverser à la fois la réflexion sur les modes de gouvernement, les réflexions sur ce qu'il en est du projet d'architecture et d'urbanisme, et sans doute même les réflexions sur les métiers de l'architecture, de l'urbanisme et de la ville. Et je suis frappé de voir que dans le cadre de cette procédure du Paris pour le Grand Paris, on a été collectivement, et le collectif, je veux bien m'y englober, on a été collectivement impuissant à véritablement assumer cette nouveauté-là, c'est-à-dire à véritablement affronter ce problème qui nous revient de toutes parts, cette nécessité qui nous revient de toutes parts de considérer que les habitants ne sont pas les idiots utiles du projet, mais sont véritablement des experts en habitation qu'il faut absolument mobiliser, et il faut évidemment inventer les formes de mobilisation. Il ne s'agit pas de dire que tout ira d'un claquement de doigts. Pour moi, la plus grande déception, c'est que nous n'avons pas encore véritablement progressé dans ce domaine-là, et que ça reste encore en France un domaine d'exposition, c'est-à-dire on en parle à la Cité de l'Architecture du Patrimoine, on en parle ailleurs, mais que ça ne rentre pas véritablement dans les faits. Et ça, pour tout vous dire, c'est pour moi la plus grande des déceptions. Mais est-ce que, alors là c'est Sybille Vincendon qui vous parle, vous ne me voyez pas, mais est-ce que la question, est-ce que c'était possible en 2008 ? Je veux dire que la démarche de l'AIGP
du conseil scientifique, du résultat qui n'a pas été de choisir un lauréat, la démarche était déjà très atypique. Est-ce que la question n'est pas plutôt pour la saison 3 qui se pose maintenant ? Oui, alors, de l'avantage des séries télévisées, c'est qu'il y a plusieurs saisons, donc on peut compenser ce qu'on n'a pas fait les saisons précédentes. Moi, je ne sais pas ce qu'en pensera Paul et Dominique, qui ont fait partie de l'expérience d'un Paris pour le Grand Paris, mais j'ai l'impression qu'on était mûrs en 2008-2009 pour tenter quelque chose. J'ai l'impression que ça fait longtemps, en fait, qu'on devrait être mûrs. Je discutais l'autre jour, dans un autre contexte, avec Patrick Bouchin, qui se rappelait des expériences des années 60. Il me semble que cette question n'est pas complètement une question du jour. Ça fait longtemps que la problématique de l'expertise habitante et de l'implication des habitants, elle est véritablement une question qui se pose un peu partout dans le monde. Je pense que nous avons plutôt un dispositif institutionnel qui nous pousse à être timorés. Et je crois qu'il va bien falloir un jour ou l'autre que nous acceptions d'être moins timorés, d'être moins conservateurs en termes de gouvernement et de fonctionnement collectif. Et de toute façon, ce qui est vrai, Sybille Vincent, c'est qu'en 2008, la prise de conscience par les habitants eux-mêmes de cela était peut-être plus faible qu'aujourd'hui. Mais c'est terminé. De toutes parts, on voit que ces habitants se saisissent des sujets, y compris de ceux dont on ne voudrait pas qu'ils se saisissent. Donc je crois qu'il faut bien comprendre que nous sommes dans une évolution qu'il va nous falloir accompagner. Je crois que Christian Porzampar voudrait vous parler. Allez-y, Christian. Michel, il me semble que vous vous êtes occupé de beaucoup d'autres choses importantes à partir de 2010, 2011, 2012. Nous avons eu des milliers, moi j'en ai vécu 40, et j'ai été étonné. Des confrontations et des explications de nos idées ou de nos projets, quelquefois, aux habitants. Ce fut à Roissy, ce fut à Orly, ce fut au Bourget, ce fut à Massy, récemment à la Défense, à Nanterre. On en a eu beaucoup. Et ce qui était frappant, je l'ai dit tout à l'heure, on a constaté que les habitants étaient... c'est peut-être une élite, mais enfin j'ai vu, quelquefois c'était 500 personnes. Il y avait des questions très intéressantes, très intelligentes. Il y a eu une prise de conscience qui nous a tous étonnés. Donc, je crois que cette prise de conscience, elle change la façon de voir les choses pour nous, comme vous le dites. C'est vrai. Je crois que ce n'est pas suffisant, ça ne veut pas dire qu'on sait faire, mais je pense que ça a vraiment existé. C'est peut-être une des retombées peut-être les plus importantes. Et je me souviens aussi des choses plus préparées, mais grandes rencontres à la mutualité de Paris Métropole, tout ça, c'était énormément de questions, et c'était des vrais habitants. Enfin, ils n'étaient pas appelés pour venir parler. Donc je crois qu'il y a quelque chose de très positif là-dedans. Comme j'étais pessimiste parfois tout à l'heure, j'ai dit au moins là-dessus, il me semble que ce que vous soulevez avec raison comme une chose essentielle, que disait aussi Guillaume Selem, je pense que là, la voie est tracée, on ne pourra pas revenir en arrière là-dessus. Dominique Alba, vous vouliez dire un mot sur le début ? Non ? Alors, il y a une dame dans le fond de la salle. Je décris la situation pour Michel Lusso qui ne la comprend pas parce qu'il n'a pas l'objectif dans le bon sens. Voilà, allez-y, madame. Michel Lusso, bonjour, c'est Monique Eleb. Alors, je vous trouve très injuste par rapport à cette question des habitants. Parce que pendant 8 ans, on a travaillé sur le terrain. On a utilisé d'abord, on a fait ce qu'on a appelé une dérive phénoménologique, c'est-à-dire qu'on est allé sur le terrain, qu'on a analysé tout ce qu'on voyait, en marchant, parfois en voiture, mais beaucoup en marchant, et on a rencontré énormément d'habitants. En plus, on a utilisé des travaux que moi je fais par exemple depuis très longtemps, mais que mes collègues aussi ont fait avec moi, qui étaient des interviews d'habitants sur les manières d'habiter ce territoire. Donc en fait, tous les travaux qu'on a faits pendant 8 ans étaient ancrés dans des recherches où les habitants étaient extrêmement importants. Et ça répond aussi au monsieur de tout à l'heure, on n'a pas inventé les désirs et les positions des habitants sans les avoir interviewés, sans avoir fait de l'observation participante et sans avoir étudié sur le temps très long l'évolution de la société française. Donc en fait, ces questions de comment vivent les habitants et quels sont leurs désirs, comment ils s'approprient les espaces, comment ils se comportent dans les territoires,
c'est le gros de notre travail. En plus, on était, dans notre équipe en particulier, qui est MVRDV, ACS, AF, qui n'est pas à la tribune aujourd'hui, eh bien, on était dans cette perspective d'étudier toute la transformation des comportements et toute la transformation possible du futur de l'habitat. Donc ça, on l'a fait en étudiant les manières de faire des habitants. Michel Lusseau, vous êtes à distance, mais vous tonifiez le débat. Paul Chemetov, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Oui, mais comme je voulais dire au nom de Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire de Michel Lusseau, je crois que la question n'est pas celle que pose Monique Eleb, parce que les enquêtes, le travail, l'association, la connaissance, tout ça, ça a un petit côté anthropologique. La question que je pressens, que je devine chez Michel Lusseau, quand est-ce que Place de la République, un espèce de Podemos urbain va fonctionner? C'est ça l'intervention. Et c'est difficile, et ne soyons pas démagogiques sur cette question. C'est extrêmement difficile, c'est-à-dire que la question urbaine devient une question démocratique centrale et qui s'impose à d'autres sujets. On n'en est pas tout à fait là. C'est dommage. Juste les places à Paris, justement, puisque vous prenez comme exemple la place de la République, je ne peux pas laisser passer le fait que, justement, la maire de Paris ayant souhaité que les habitants soient impliqués, ça va se traduire par des containers qui vont être installés sur les places avec des collectifs composés d'architectes et d'autres qui, accompagnés par les habitants, vont pouvoir agir directement sur l'espace public et sa modification. Et donc ça, c'est Place de la Nation, Madeleine, Bastille, etc. Donc ça commence à venir, Michel, ça vient. Alors, il y a plein de questions là, de ce côté-là, c'est-à-dire à ma droite. Monsieur, madame et oui. Frédéric Gilly qui vient de se lever. Non, mais c'est pour souscrire à ce que vient de dire Paul Chemetov. Je pense que la question que pose Michel, elle est centrale. C'est-à-dire que, évidemment qu'il faut aller voir les habitants pour faire de la recherche. Mais la question que pose Michel, c'est une question politique. C'est-à-dire le débat qu'on a eu tout à l'heure entre Daniel Guiraud et Roland Castro, il n'y avait qu'un seul absent, c'était les habitants. Et aujourd'hui, tout à l'heure, quand Sybille Vincendon a demandé combien il y avait de personnes qui n'étaient pas de la partie, j'ai compté, il y a 10 doigts qui se sont levés. C'est normal, entre 14h et 17h un vendredi, il n'y a pas beaucoup de Français normaux, d'habitants normaux de la métropole qui sont disponibles. Mais tant qu'ils ne seront pas là, tant qu'on ne discutera pas en direct avec les habitants, tant qu'on fera pas, on ne changera pas nos façons de faire, qu'on ne modifiera pas l'ingénierie des projets, qu'on ne modifiera pas la façon dont la maîtrise d'ouvrage est conçue, qu'on ne changera pas la façon dont les projets, monsieur en parlait tout à l'heure, sont conçus, on continuera à faire comme avant. Et on ne peut plus continuer à faire comme avant, ce n'est pas possible. Je voudrais bien qu'on prenne les deux questions de monsieur et de madame derrière. Ou de madame d'abord et de monsieur ensuite. Voilà. Oui, je voulais intervenir cette fois-ci. J'ai été pendant plusieurs années présidente du réseau Mémoire Histoire en Île-de-France et je sais combien toutes les associations qui sont sur cette question-là se battent sur les questions de lieux de mémoire, sur les questions de fabrication des récits et dans quelle précarité de plus en plus grande se trouvent toutes ces associations, tous ces habitants justement qui travaillent à construire ces récits à pouvoir croiser un récit partagé. Je veux dire, depuis les marches pour l'égalité, depuis tout ça, je dirais les habitants, en particulier les habitants des quartiers populaires, ne font pas partie des récits qui sont engagés. On fait appel aux habitants au moment où on déconstruit des bars, pour recueillir le témoignage des gens au moment où leur bar va être détruite. Mais c'est pas ça seulement qui se construit du récit, c'est quelque chose qui se construit sur la continuité et c'est quelque chose qui se construit avec les gens effectivement sur place. Et la précarité de plus en plus grande dans laquelle se trouvent toutes ces structures-là est très inquiétante pour la construction de ces récits partagés. Michel Lusseau, vous pouvez intervenir quand vous voulez, hein. Peut-être juste un mot pour saluer les personnes qui ont pris la parole et que je connais. Deux points. Et pour revenir sur ce qu'a dit Paul Chemetov.
Incontestablement, les architectes, les urbanistes, les paysagistes, depuis quelques années, ont repris l'habitude dans la partie étude de leur travail, de se rapprocher d'habitants, soit considérés individuellement, soit à travers des collectifs qui peuvent former. Ceci pour répondre à la fois à Monique et à Christian. Bien sûr, et ça n'est d'ailleurs pas un hasard si la Biennale de Venise de cette année aborde cette question-là, parce qu'on voit bien que dans l'agenda propre de la réflexion sur le métier de l'architecture, ces questions deviennent importantes. Mais comme le signalait Paul et Frédéric Gilly a abondé dans ce sens, ma remarque était destinée surtout à faire comprendre qu'en réalité, considérer l'implication des habitants, ça va bien au-delà de ça. C'est quelque chose qui est subversif de la manière même de concevoir la conception du projet, l'administration du projet et le gouvernement urbain. Et que là, en revanche, je pense que nous ne sommes pas prêts. Et sans doute parce que l'institution politique ne le veut pas encore véritablement, même si, Dominique, tu fais bien de citer qu'il y a des éléments probants de prise de risque et d'expérimentation. Mais ce que je voudrais dire, c'est que passer à une implication réelle des habitants, ça n'est pas cosmétique. Ça n'est pas simplement pour faire joli. Ça n'est pas simplement pour se donner la certitude qu'on a bien compris ce qui est en train de se passer dans un territoire. C'est quelque chose qui renvoie à une sorte de mouvement de remise en question de la manière même de concevoir le gouvernement urbain. C'est difficile, ça concerne la société tout entière, c'est une question dont nous ne sortirons que collectivement. Ça n'est pas une réponse uniquement institutionnelle qu'il faut attendre, c'est un processus qui nécessite aussi une éducation collective, parce qu'on ne devient pas un habitat co-impliqué comme cela, d'un claquement de doigts. C'est difficile, mais je pense que si nous ne le faisons pas, alors nous aurons des sociétés de plus en plus difficiles également à réguler et à gouverner. Il y avait monsieur qui était là et qui attendait la parole. Ah oui, mais il y a aussi les deux autres personnes là, mais vous avez déjà parlé. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. En fait, voilà, je souhaitais apporter le témoignage donc de l'usager des transports, en fait, parce que le Grand Paris, ça reste quand même pour beaucoup de gens, enfin, le métro. Donc, en fait, non, c'est-à-dire que le gros problème, c'est que il y a une sorte de tyrannie donc du projet de la SGP, en fait, qui a les moyens d'acheter un consensus social et donc d'étouffer en fait les voix, disons, on va dire discordantes et en fait, si le transport individuel a tellement de succès, c'est parce que c'est une prolongation du domicile. Or, il n'y a pas eu d'effort d'humanisation donc du projet de la SGP, en fait, qui reste très en fait, qui reste dans la poursuite de son prédécesseur, donc le métro parisien, donc qui est en fait relativement aliénant, en fait, puisque il s'est quand même, il a quand même été conçu, on va dire, sur le bon eh bien, votre question, monsieur. Oui. Non, mais c'est que le métro parisien était conçu sur l'exclusion du tramway, en fait, de la ville. Alors, la question, justement, c'est en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une refonte du projet à faire du Grand Paris Express, puisque en tant qu'associatif, je constate que, si vous voulez, il y a un refus de la part des personnes qualifiées, enfin, disons de la SGP, de prendre en compte, en fait, la vie, tout simplement, des habitants, en fait, enfin, des futurs, enfin,
Est-ce que est-ce qu'on peut faire un réseau sur une base participative? C'est un peu technique quand même comme question, non? Enfin, je sais pas, je dis ça, je vais me faire lyncher, mais personnellement, je saurais pas faire un métro. Blablacar en est un. Il y en a beaucoup, surtout avec la voiture individuelle. Blablacar, c'est un réseau participatif. C'est un système différent. Je sais pas. Juste pour répondre à Michel, je pense qu'il a raison, mais moi je mettrais... Antoine Grimbach avait envie d'intervenir là-dessus. Donnez-lui le micro. Ce que je voudrais dire à Michel Dussault, c'est que on a tous des énormes expériences de participation, et c'est vrai que la question qui est pas, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est la question du temps. Comment concerter et intéresser des gens lorsqu'on sait que ce dont ils disent, de ce dont on parle sera réalisé 15 ans après, ou 20 ans, ou 25 ans après? C'est cette question du temps. Moi, je ne connais qu'une seule grande expérience, et pourtant j'en ai fait beaucoup en France et à l'étranger de concertation, mais une auquel je n'ai pas participé, mais j'ai beaucoup lu dessus, c'est celle de l'urbanisme de Philadelphie, qui est Edmund Bacon, qui lui, quand il a commencé à étudier le grand Philadelphie, il a dit, moi, mon public, c'est les élèves des écoles, et je veux que l'on fasse un énorme travail à partir des gamins de 12 ans, parce que quand ils auront 20 ans, on commencera peut-être à voter les budgets pour pouvoir faire les choses. Donc, je pense, et moi, je dois dire que le recteur de l'Académie de Normandie a pris le projet de Paris-Rouen-Le Havre et a réuni tous les enseignants du département au Havre dans une grande réunion pour que je leur explique en disant « Vous devez tous, dans vos classes, travailler en maths, en physique, en chimie, en histoire, en biologie, en tout ce que vous voulez, autour du projet de Paris-Rouen-Le Havre, parce que ça doit devenir, pour les habitants de nos deux départements, il s'agissait des deux Normandies, ça doit devenir l'objectif futur. » Et je pense que c'est ça la question, c'est pas tellement la concertation avec les habitants, parce que l'expérience qu'on a, aussi bien au niveau des élus, quand on va voir les élus, avec Simon René qui est ici, on a été voir tous les élus depuis la Défense jusqu'à dans la partie francilienne. On les a été voir les uns après les autres, tous les élus, on découvrait que le maire de Mantes n'avait jamais été à Conflans. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que les gens ont des choses à régler dans leur commune et c'est normal. C'est très compliqué d'impliquer des élus aussi. Pour des projets qui vont être réalisés 15 ans après, que ce soit, on a fait la concertation sur le métro, la concertation sur le bus et les grandes concertations sur les tramways à Paris. Les gens s'en foutent quand il s'agit d'un truc qui va arriver dans 20 ou 30 ans. C'est très difficile de les intégrer. Donc ça, c'est une question qu'il faut essayer de traiter. Alors, on va peut-être surseoir, puisque nous avons le quart d'heure de retard réglementaire, jusque-là normal. Alors, nous devions avoir le préfet Carinco qui n'a pas pu se libérer, donc, mais qui est représenté. Je vous en prie. Et je dois dire qu'hier, devant les ambassadeurs au Quai d'Orsay, le préfet Carinco a fait une petite leçon de métropole et de philosophie de la métropole, dont j'ai rendu compte sur le site de l'IB, que je vous encourage à aller lire. Parce que alors j'ai plus rien à dire, édifiant. allez directement sur la vidéo. Bon. Non, mais j'étais très frappée par cette approche qui était très globale et très intéressante. Merci beaucoup. Bon, les préfets, c'est comme les SNCF, un préfet peut en cacher un autre, mais je reconnais votre déception de ne pas avoir Jean-François Carinco, mais il se trouve qu'il avait un petit conflit d'agenda puisqu'il est en déplacement ce matin pour les raisons dramatiques qu'on connaît, et cet après-midi avec le Premier ministre et la maire de Paris, pour précisément parler de sujets aussi très importants qui sont ceux du foncier et de l'immobilier à Paris. Merci de m'accueillir. Donc vous êtes Yannick Imbert, vous êtes le secrétaire général aux affaires régionales, c'est-à-dire le SGAR, c'est quelqu'un de très important dans les préfectures, je tiens à le dire. Beaucoup de respect. Bon, merci beaucoup. Bon, écoutez, moi je suis ravi et je ne vais pas prolonger inutilement vos débats. D'abord, ça serait bien présomptueux parce qu'ils ont été, d'après ce qu'on m'a rapporté, riches. Je suis désolé, c'est assez classique. On vient clore souvent des choses sans malheureusement avoir pu capter la richesse des échanges, mais je ne doute pas qu'ils ont été très riches. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est un certain nombre de choses très rapidement et très simplement. Vous avez placé votre journée sous le thème de l'extraordinaire. Et je trouve que c'est bienvenu sur nos sujets. Pourquoi ? D'abord, moi je suis en poste depuis 5 mois.
Donc je suis encore dans cette période à la fois où on est un peu candide, on est observateur, on découvre, on a une certaine peut-être liberté de parole qui doit être mesurée par la méconnaissance que l'on peut avoir à un moment donné des sujets, mais j'appelle ces périodes-là des périodes d'étonnement, on regarde. Et moi, ce qui me frappe depuis 5 mois, c'est effectivement que cette région vit un moment extraordinaire. Je ne sais pas comment on le qualifiera dans l'histoire de l'Île-de-France, dans l'histoire métropolitaine. Je ne sais pas si on va lancer un concours pour savoir qui, après Haussmann et Delouvrier, et qui emportera le concours de la prochaine étape. Mais je suis convaincu, en entrant dans les différents dossiers, je suis convaincu qu'on vit une période extraordinaire. Dans les 10 ou 15 ans qui vont venir, et c'est largement engagé, vont se faire énormément de choses, et beaucoup plus de choses qu'il n'en a jamais été fait, en tout cas pendant des décennies qui ont précédé. Et ça, c'est le Grand Paris. Jean-François Carinco dit toujours, le Grand Paris, c'est de savoir si on laisse le S ou si on ne le laisse pas. Et en fait, c'est extraordinaire par le Grand Paris que cela constitue. Alors, ça constitue un enjeu et un pari à plusieurs égards. On a dit, et vous avez probablement échangé là-dessus, on sait quelle est la genèse de ce projet, on sait comment il a débuté. Ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant comment il se modifie au fil du temps et comment les synergies se mettent en place, comment les partenariats se mettent en place pour donner, je dirais, de la chair à un projet qui aurait pu être, entre guillemets, squelettique, c'est-à-dire un projet de transport. Et en fait, aujourd'hui, finalement, l'aspect infrastructure, l'effet équipement est en train de prendre un deuxième rang par rapport à ce qui est fondamental dans ce projet, dans ce Grand Paris, c'est donner finalement de recréer un autre mode de vie. Je suis convaincu que dans 10 ou 15 ans, on va le voir, cette ville et cette agglomération, cette métropole, on ne s'y déplacera plus de la même manière, on n'y respirera plus de la même manière, on n'y verra plus la même architecture, on n'y verra plus les mêmes aménagements urbains. Et puis, évidemment, devant le public que vous êtes, ce qui me semble très important, et ce à quoi nous essayons d'être attachés côté État, avec l'ensemble des partenaires, les collectivités locales, le monde de l'entreprise, c'est de donner accès au beau. Et je crois que la dimension de vos métiers, la dimension de l'architecture sur le Grand Paris, c'est cette dimension-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi. Ça nécessite de grosses réflexions, pas trop longues pour ne pas freiner le dynamisme, mais nous avons une sorte de responsabilité à offrir quelque chose, certes, de totalement remanié, remodelé, mais surtout offrir quelque chose de beau. Parce que, en fait, ce projet du Grand Paris, et je vous parle encore une fois très librement parce que je n'en ai pas une connaissance absolue, mais finalement tant mieux, j'ai l'impression que ce Grand Paris ne sera réussi que si on a essayé, je n'aurais pas la prétention de dire réussi, si on a bien essayé de recréer du tissu social. C'est-à-dire de faire en sorte que, par rapport aux fractures qu'on a pu connaître dans les développements de métropole pendant des décennies, eh bien on essaye de changer les paradigmes et on essaye de faire les choses différentes. Alors, évidemment, à la fois c'est très ambitieux, c'est très lourd, on a l'impression que tout ça va être très long à se mettre en place, et ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que finalement les choses se mettent beaucoup plus en place qu'on ne le pensait. Alors, vous l'avez rappelé, je crois vous-même dans les échanges, il y a des choses concrètes. Sur le logement, par exemple, je crois que vous aviez fait référence, il y a encore peu de temps, l'objectif de 70 000 logements par an, personne n'y croyait. Il y a eu 70 000 logements agréés sur les 12 derniers mois, il y en a 65 000 et quelques qui sont réellement en construction. Ce qui frappe d'ailleurs la métropole, c'est qu'on voit réapparaître des grues, c'est qu'on voit réapparaître des chantiers. D'ailleurs, ça va être un chantier assez phénoménal, c'est-à-dire que ça va être compliqué dans un premier temps de garder cette ambition d'un Grand Paris, de faire comprendre aux concitoyens que ça vaut le coup, alors que ne nous l'aurons pas. Ça va être quand même un très très grand bazar dans les années à venir. Ça sera difficile de circuler en surface, mais ça c'est le pari aussi de la réduction des circulations en surface et le pari de la modification des déplacements en automobile. Ça va être compliqué en dessous, parce que les prolongations de lignes, les interconnexions à travailler vont forcément perturber les rythmes de transport, par moments les rendre inaccessibles, où il faudra des systèmes de substitution. Et donc on va avoir une certaine responsabilité, une grande responsabilité, c'est de garder le souffle de ce Grand Paris, alors que dans la quotidienneté, encore une fois, ça va être assez compliqué.
mais ça bouge. Alors pourquoi ça bouge? Ça bouge parce que c'est tout, et il faut vraiment qu'on veille à ça, c'est tout sauf un projet technocratique planifié. Il faut que ce soit un projet vivant et il faut que ce soit un projet approprié par les acteurs. Alors évidemment, les élus, d'abord. On sait bien, si tant est que c'est existé un jour, que la grande époque où, y compris l'État, s'amusait à dessiner des territoires, en dessiner les contours, en dessiner le contenu, en dessiner les acteurs, terminée. On sait très bien qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'appropriation par les élus, démocratiquement élus, s'il n'y a pas d'appropriation par la population, ça ne marche pas. Et je comprends le dernier intervenant qui exprimait un peu d'irritation, mais je vous le dis gentiment, mais injustifiée vis-à-vis de la SGP. Je peux vous dire que moi, en tant que préfet, il y a des moments où, dans notre dialogue avec la SGP, on est tenté, je caricature à peine, mais de dire à la SGP, vous vous souvenez bien quel est votre objectif? Parce que, et c'est bien que Philippe Yvain le fasse ainsi, précisément, c'est de faire en sorte que ça ne reste pas, je dirais, une arête aride et que ça vive. Et si la SGP s'implique aujourd'hui dans des projets d'aménagement, si la SGP s'applique dans l'accompagnement en matière d'action culturelle, si la SGP fait en sorte que dans les quartiers qui sont impactés par le Grand Paris, il y ait des choses qui se passent, c'est précisément parce que la SGP veut donner un peu de corps et social à quelque chose qui aurait pu rester, encore une fois, très, très difficile. Donc, je crois que la responsabilité qu'on a, c'est cela, c'est de faire en sorte que les acteurs de ce territoire soient les acteurs de ce projet-là et qu'on ne reproduise pas des erreurs qui ont été souvent commises, de choses un peu balancées, de peu imposées. Alors, il faut des décisions. Je ne sais pas ce que vous avez dit du rôle de l'État dans cette affaire-là. Je ne vais pas vous faire un exposé dans cette affaire, sur le rôle de l'État dans cette affaire. Je voudrais simplement vous dire ce qu'on essaye de faire. Il y a eu différentes étapes dans les outils qu'a utilisé l'État. On a connu les villes nouvelles, bon, on a connu et on connaît les OIN, on a connu les CDT, les contrats de développement territoriaux. Le préfet de région a souhaité développer ce qu'on appelle les CIN, qui, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, n'ont jamais voulu être une espèce de coup d'arrêt à la démarche des CDT. Ça peut d'ailleurs pas être un coup d'arrêt parce que l'un et l'autre n'ont pas le même rôle. Les CDT, ça a été un moment de réflexion profonde des acteurs d'un territoire sur le devenir, à quelques années, de leur territoire. Le CIN n'a pas vocation à annuler ça ou à compliquer ça. Le CIN, c'est un outil pour faire en sorte qu'on passe réellement maintenant dans l'opérationnel. Et on essaye de faire en sorte d'animer ça. Pourquoi? Parce que le jeu, quelqu'un disait il y a un instant, je crois que même c'est notre intervenant en visio, que je salue, qui disait il faut que ce soit tout sauf un projet institutionnel. Or, on le vit côté État, comme on le vit dans les collectivités locales et les autres acteurs, on passe tous beaucoup de temps, beaucoup de réunions, beaucoup d'énergie, et on finirait par moments à perdre le fil de ça. Donc il faut mettre ça en ordre de bataille, au bon sens du terme. Faire en sorte que quand ça grippe sur un certain nombre de sujets, quand ça coince sur un certain nombre de sujets, eh bien, le liant ne soit pas perdu de vue et qu'on puisse continuer à créer ce liant. Et l'ambition du préfet de région, elle n'est pas différente, elle n'est pas autre que ça. Ce n'est pas un État qui se substitue au rôle des acteurs du Grand Paris. C'est un État qui se veut, ce qui est fondamentalement, me semble-t-il, le rôle, un État accompagnateur, un État qui investit. Je rappelle quand même que tout ça va peser quelques milliards. Et un État facilitateur, c'est-à-dire que dans le jeu normal des relations entre institutions, les différents niveaux institutionnels, les difficultés qu'on peut connaître, l'État a une certaine légitimité. Par moments, il m'arrive de penser que c'est ce qu'il nous reste, mais je le crois vraiment, à peut-être faire prévaloir l'intérêt général, non pas parce que les acteurs n'en sont pas capables, mais parce que par moments, il y a forcément des intérêts contradictoires qui peuvent s'exprimer. Et c'est bien, parce que ça crée du débat. Mais à partir de là, il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête, au bon sens du terme, et qu'on puisse avancer. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Le sentiment, et j'en ai terminé, le sentiment du préfet de région dans tout ça, c'est que, encore une fois, par rapport à votre thème qui était l'extraordinaire, c'est que nous sommes tous acteurs de quelque chose qui va évidemment tous nous dépasser, y compris probablement les plus jeunes dans la salle, parce que
on s'inscrit dans une dynamique et dans une nouvelle page d'écriture qui fait que nous serons tous momentanément des acteurs, nous aurons tous apporté notre petite pierre à l'édifice. Mais finalement, ce qui nous rassemble et ce qui rend assez enthousiasmant, me semble-t-il, cette grande aventure métropolitaine, c'est bien sûr parce qu'on essaye d'inscrire le pays dans la compétitivité internationale et qu'on sait qu'aujourd'hui, le développement économique, le développement culturel se fait autour des métropoles dans le monde entier. Donc il faut que nous prenions rang. Et c'est évidemment l'ambition, mais pas que l'ambition parisienne. Il y aura prochainement entre guillemets, une nouvelle liste de métropoles qui seront reconnues comme telles par rapport à celles qui ont déjà ce statut. Bon, l'idée étant d'avoir une métropole de rayonnement international, et c'est le Grand Paris, et puis des métropoles, je dirais, complémentaires, qui permettent de jouer sur d'autres registres. Mais évidemment, donc, c'est prendre rang dans cette compétition internationale. Mais je crois que ce qui nous rassemble beaucoup plus, c'est qu'au-delà de cet enjeu-là, c'est vraiment quelle vie voulons-nous inventer pour nos concitoyens. Et je trouve que ce qui rend enthousiasmant cette aventure, c'est que probablement, jamais a-t-on eu, et vous y avez contribué cet après-midi, un tel foisonnement d'idées, de débats, et encore une fois, la place, en tout cas de l'architecture dans tout ça, c'est faire du beau. Alors le beau est une notion éminemment relative, mais finalement, ce qui la rend par moment absolue, c'est que chacun a le sentiment d'avoir accès au beau. Aujourd'hui, on a des gens à qui le beau est refusé. Je veux dire, le beau, le geste architectural, l'équipement ambitieux, qui ne se contente pas de répondre à un besoin, mais qui fait en sorte qu'il y ait quelque chose qui valorise le territoire, un équipement qui fasse que les habitants en soient fiers. Et je pense, et je m'arrête là, que s'il fallait résumer l'ambition de la métropole, l'ambition de Grand Paris, c'est ça, c'est rendre les choses belles et donc espérer une vie belle.